Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'administration béninoise serait-elle le nid de plusieurs détenteurs de faux diplômes? Comment fonctionnent les filières de délivrance de ces faux parchemins? Depuis quelques mois, le gouvernement a décidé de mener une croisade contre les détenteurs de faux diplômes. Quelles sont les actions qui sont menées à ce jour? Comment gagner le pari? Et pour décrypter le phénomène et son ampleur au Bénin, la télévision nationale reçoit sur le plateau de ce soir messieurs Romuald Michaud-Zounou, docteur en histoire, ex-directeur du contrôle et des équivalences de diplômes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Jean-Baptiste Elias, le président du FONAC. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Baptiste Elias. Et puis le colonel Marcelin Zanon, le président directeur général de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Il est également président du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers invités, une fois encore. Et pour ouvrir le débat avec l'actualité, et l'actualité, c'est bien évidemment, monsieur Jean-Baptiste Elias, le limogeage d'un certain nombre de responsables de Libercom SA, suite à votre conférence de presse. Concrètement, qu'est-ce que vous avez révélé? Mauvaise gestion, usage de faux diplômes. Certains disent que les responsables en question des diplômes antérieurs à ce qu'on appelle l'autorisation pour l'établissement. Qu'en est-il concrètement? Merci beaucoup. Je commence par saluer les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Disons que depuis le 15 septembre 2016, le FONAC a adressé une lettre au ministre de l'économie maritime, de l'économie numérique et de la communication à l'effet d'aller tenir une séance de travail à Libercom. Le ministre a autorisé cette réunion qui a eu lieu le 28 septembre et nous avons passé en revue un certain nombre de choses concernant le dysfonctionnement constaté au niveau de Libercom. C'était ça au départ. Et comme vous l'avez si bien dit à l'introduction, il y a tellement de problèmes de diplôme aujourd'hui que chaque fois que nous arrivons dans une structure, nous profitons de l'occasion pour regarder un peu comment les gens sont arrivés là et s'ils sont vraiment rentrés dans la maison avec les diplômes qu'il faut, pas la grande porte comme vous le dites. Et donc, ce n'est pas le cas ce soir. Si c'était nécessaire, on va en parler. Nous avons parlé des problèmes de chiffre d'affaires de Libercom. Nous avons parlé des forfaits que Libercom accordait à certaines personnalités qui ont dépassé de certains millions ces montants. Nous avons parlé de la nomination des directeurs et chefs de service en augmentant, en multipliant par 2, n'est-ce pas, l'effectif, alors que l'entreprise était déjà dans des situations très difficiles, ce que tous ceux qui ont assisté à la réunion ont reconnu. Le reclassement des agents qui sont nommés à des postes de responsabilité dans des corps supérieurs immédiatement parce que simplement on les a nommés, etc. Et enfin, les diplômes. Puis, à la fin, nous avons demandé de nous donner les diplômes de tous ceux qui sont à Libercom, tout le monde, depuis le directeur général jusqu'au dernier agent. Et nous les avons eus et nous avons commencé par faire les contrôles au niveau des autorités compétentes. Nous avons, dans un premier temps, traité les diplômes concernant les membres du comité de direction, le directeur général, tous les directeurs, tous les chefs de service, tous ceux qui sont membres du comité de direction, y compris les syndicalistes. Puis, nous avons donc envoyé des courriers à 7 universités privées, 7 qui sont concernées, et toutes les 7 nous ont répondu en reconnaissant que ce sont bien elles qui ont délivré ces diplômes. Donc, de ce point de vue, les universités ont reconnu avoir délivré les diplômes en question. Mais où se trouve le problème? Attendez, j'arrive. Puis, nous avons interrogé maintenant le ministère de l'Enseignement supérieur pour demander ces diplômes-là que nous avons eus là, conformément aux lois de la République, est-ce que ces diplômes sont valables pour travailler dans l'administration publique? C'est ça le problème. Donc, il y a eu beaucoup de remous sur les réseaux sociaux, on parle de faux diplômes. Non, il n'est pas question de faux diplômes.
Ce sont des diplômes qui ont été délivrés par les universités, qui ont reconnu avoir délivré ces diplômes, mais, hélas, les diplômes de certains ne sont pas éligibles, ne sont pas valides pour travailler dans l'administration publique béninoise. Pourquoi? Et tout simplement parce que les diplômes ont été délivrés à des périodes où les établissements n'avait pas l'agrément, c'est ça? publics, les établissements privés d'enseignement supérieur concernés n'avaient pas les autorisations au moment opportun avant de délivrer ces diplômes. C'est de ça qu'il s'agit. Et le ministère a écrit, le diplôme en question, le directeur, ça a fait jaser tout le monde. Le diplôme en question du directeur, c'est ça, le voilà. Oui, C'est de ça qu'il s'agit. est-ce que c'est un faux Non, ce n'est pas un faux diplôme. Je répète, on n'a jamais dit que c'est un faux diplôme. Mais on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas. Voilà. Bon, si on peut Puisque pas le président de l'université a reconnu, a certifié que c'est lui qui a délivré le diplôme. D'accord. Seulement, au niveau des autorités, l'arrêté qui a autorisé donc cette université à délivrer le diplôme, voici l'arrêté, ça porte une date dit que postérieure à la délivrance du diplôme et le ministère, avec les courriers que nous avons ici, dit on ne peut pas utiliser. a dit très clairement que ces diplômes ne sont pas valides dans l'administration béninoise. Monsieur Nicho Zono, concrètement, oui. Délivré par un établissement Il privé. me dit que ce n'est pas un faux diplôme, mais on ne peut pas l'utiliser Pour finalement. qu'un Qu'est-ce que diplôme c'est? délivré par un établissement privé d'enseignement supérieur Oui. soit valide et utilisé dans l'administration béninoise, il y a deux conditions. La première, c'est que ce diplôme reçoit une reconnaissance de l'État, où le diplôme est co-signé. Si le diplôme doit recevoir une reconnaissance de l'État où il est co-signé, il y a des conditions à l'amont. L'autorisation de la formation par l'administration, l'exécution de la formation dans la durée prévue et l'administration s'assure que l'impétrant a effectivement suivi la formation et la commission interministérielle qui s'occupe de la reconnaissance et de la co-signature donne son avis et met à la signature du président de la commission la reconnaissance, l'attestation de reconnaissance de diplôme. Si le diplôme est délivré jusqu'en juin 2010, au-delà de juin 2010, le diplôme rentre dans la co-signature. Et si le diplôme n'est pas co-signé, le diplôme n'a pas l'attestation de reconnaissance, son détenteur ne peut pas utiliser ce diplôme-là dans l'administration publique. Mais la question, elle est simple. Hein? Voilà, on me dit que ce n'est pas un faux diplôme. Parce que ça, les mots, il faut les utiliser là où ils doivent être utilisés. On me dit que ce n'est pas un faux diplôme. Mais on me dit dans le même temps, l'État ne le reconnaît pas. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'il va en faire? Ce détenteur, normalement, pour utiliser ce diplôme dans l'administration publique, devait avoir pour ce diplôme-là une attestation de reconnaissance du diplôme. Il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas l'avoir non plus. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, rapidement. S'il ne l'a pas, avec ce diplôme, sans l'attestation. Il faut recommencer les études avec la date d'agrément autorisée. La date d'agrément autorisée ne change pas. Bon, c'est que celui-là, il ne peut pas, s'il n'a pas l'attestation de reconnaissance délivrée par l'État, c'est un diplôme qui ne peut pas utiliser dans l'administration publique. Monsieur Marcelin Zanou, est-ce que vous comprenez ce que moi j'appelle une sorte d'ambiguïté? Oui, exactement, c'est le thème. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Et je voudrais soulever, je crois, une ambiguïté que moi je comprends. Je sais à travers les documents, parce qu'en ma qualité de président du PPS, nous avons demandé à comprendre ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Et l'université en question nous a produit des documents. Et nous nous sommes rendus compte que, eh bien, son dossier a été envoyé par le ministère au CAMES pour l'accréditation, pour la reconnaissance et l'équivalence. Alors, on veut comprendre sur quelle base son dossier a été envoyé au CAMES. Étant entendu qu'avant qu'un dossier n'aille au CAMES, il faut préalable que le diplôme ait été autorisé au Bénin. Alors, si on nous dit qu'à cette date, ce n'était pas autorisé, sur quelle base le ministère a été envoyé au CAMES pour que le CAMES dise que lui, il reconnaît ce diplôme-là à partir de décembre 2007? C'est là l'ambiguïté. Et je pense qu'il convient qu'on puisse creuser cet aspect des choses pour voir sur la base de quel test le ministère a envoyé son dossier au CAMES.
Voilà un peu l'ambiguïté. Très bien, on ne va pas passer la soirée avec l'Ibercom. Les téléspectateurs ont tiré les conclusions. Ce n'est pas un faux diplôme, mais on ne peut pas l'utiliser. Il y a des ambiguïtés qui continuent. Et j'ai envie de poser une question très délicate, parce que ce n'est pas vous qui êtes concernés. Ceux qui sont concernés, c'est les faussaires. Mais on se pose quand même la question de savoir comment est-ce que les gens s'arrangent pour avoir les faux diplômes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aller sur le net, acheter un diplôme, mais ça ne paraît pas aussi simple que je le dis, Monsieur Michouz. Ce qui est un peu difficile, Parce qu'avec les procédures que vous venez de décrire, en principe, ce n'est pas simple d'obtenir un faux diplôme, mais pourtant, ça existe. un diplôme, c'est quoi? C'est la certification d'une formation qui a duré le temps académique nécessaire. Comment ça se fait que les faussaires arrivent à en avoir qui ne sont pas comme vous les décrivez? Les faussaires, on peut les considérer comme des délinquants qui s'arrogent un droit qu'ils n'ont pas. C'est ça. Par exemple, on peut trouver plusieurs types de faussaires. Hein. C'est ça. Vous n'avez pas fait la formation, vous vous arrangez pour avoir cette certification. Déjà, vous êtes en porte-à-faux avec les tests. Vous pouvez avoir une certification donnée que vous maquillez, que vous structurez pour lui donner la valeur qu'elle n'a pas. Vous pouvez ne pas du tout faire la formation, aller prendre le papier d'un autre et faire des maquillages. C'est-à-dire les faussaires, au fait, c'est des gens qui veulent duper tout le monde. Ils manipulent en fait les vrais diplômes. Ils manipulent parfois de vrais diplômes. C'est ça. Et ils veulent s'approprier des diplômes qu'ils n'ont pas, ou bien ils font semblant de prendre des papiers, des structures de formation réelles qui existent, qui délivrent des diplômes et s'approprient ces diplômes. Mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas la complicité des universités dont les faussaires utilisent les diplômes, par exemple? Aucune structure de formation n'est complice, jusque pour toutes les investigations que nous avons eu à faire au niveau du contrôle de tous ces diplômes qui sont passés au niveau de notre direction. Nous nous rendons compte qu'aucune structure de délivrant de diplôme n'est complice d'un faussaire. La structure de délivrant de diplôme tient à jour toutes les données concernant les impétrants qui reçoivent les diplômes. Oui. La structure vous donne toutes les informations utiles sur les investigations que vous faites auprès de la structure et vous vous rendez compte que parfois, le faussaire n'a même pas été inscrit dans cette structure ou même n'a même pas présenté de dossier pour participer à cet examen. Ou bien le faussaire a eu un diplôme T à un instant donné et c'est lui-même arrangé pour maquiller le diplôme reçu de la structure pour lui donner une autre valeur. Alors, aucune structure de délivrance de diplôme jusqu'à ce jour n'est complice d'un faussaire. Le faussaire, c'est quelqu'un qui veut s'arroger des titres, des diplômes auxquels il n'a pas droit. Et toutes les investigations, toutes les structures existent au niveau de notre État pour décourager tous ceux qui tentent de prendre des diplômes qui ne leur appartiennent pas. On parlera justement de cette structure. Avant le poteau rose de l'Ibercom, il y en a eu un autre. Le Conseil des ministres du 25 novembre a fait un point des détenteurs de faux diplômes identifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On a trouvé près de 80 détenteurs, on a parlé de 77 faux baccalauréats, il y a même une fausse maîtrise en sciences éco et gestion venant de la France, 66 faux bacs venant du Niger, 3 du Burkina Faso. Et quand je vois 66 venant du Niger, je me dis, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus facile d'obtenir les diplômes? Non, nous au FONAC, nous avons fait les investigations pour savoir ce qui s'est passé. Oui. Il y a dans notre pays ici quelqu'un, une personne qui donc est dans le monde des affaires, qui organise... le trafic des faux diplômes, c'est ça? Non, qui organise le transport des Béninois vers le Niger pour soi-disant leur faire passer les examens au Niger. La personne est connue. La personne est connue. La personne demande donc à ce que les gens payent de l'argent. Ceux qui s'adonnent à cette pratique-là ont payé. La personne demande à ce que les personnes qui s'adonnent à cette pratique donnent un certain nombre de pièces. Et la personne loue des bus, prend les intéressés de Cotonou, les amène à Niamey, les loge dans des
maisons privées, ils dorment à même le sol. Cette personne, c'est un Béninois, c'est un Nigérien. Et là, c'est un Béninois. C'est un Béninois Poursuivez. qui a fait ça et qui donc va là-bas avec eux et organise quelques individus au Niger là-bas et on leur dit qu'on est venu leur passer tel ou tel examen. Puis après, la personne fabrique, je pèse bien mes mots, fabrique elle-même des documents avec des cachets fabriqués, n'est-ce pas? Et puis il met les cachets dessus, il met les noms dessus et il leur dit voici votre diplôme, etc. etc. Ça veut dire qu'on peut fabriquer des cachets de oui, très facilement. Très facilement. Évidemment, comme il a si bien dit, aucun de ces noms, de tous ceux qui sont concernés par ces diplômes ne se retrouvent dans les registres officiels du pays concerné. Et bien entendu, les contrôles ont révélé que jamais tous ceux-là n'ont passé réellement ces diplômes là-bas. Et puis bon voilà, et les diplômes falsifiés. Et comment ça s'est fait? On téléphone aux universités du Niger Non, il y a une méthode. Il y a une méthode, c'est pas seulement téléphoner. D'accord. Les services compétents font des missions de Béninois, ils sont en contact. Il y a donc le circuit, je ne vais pas le dire sur le plateau. D'accord. Il y a donc des contacts avec leurs homologues, n'est-ce pas, des pays concernés. Et puis, le travail se fait pour pouvoir vérifier si tout est en ordre, si tel document qu'on a donné est réellement provenu se retrouve dans le registre de l'université. Est-ce que les gens sont enregistrés? Est-ce qu'ils ont passé réellement l'examen? Est-ce qu'ils ont été déclarés admis? Comment ça s'est passé, etc., etc. Et puis, officiellement, le pays répond. Il dit, dans la liste que vous m'avez confirmée avec les documents là, A, B, C, D, E n'ont jamais mis pied ici. C, oui. Y, oui. Z, non, etc. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est parce qu'il y avait une espèce de facilité pour le Niger avec ce monsieur dont vous parlez. Il n'y a pas que le Niger, il le fait aussi au Burkina, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on fait de lui quand vous il a disparu quand le poteau rose a éclaté. Ah, on ne le voit plus. Moi, j'ai tout fait. Nous, au FONAC, on a tout fait pour essayer de nous mettre en contact avec ce monsieur et pouvoir mettre les autorités compétentes à ses trousses. Mais il a disparu complètement. Monsieur Zanon, quand on écoute ça, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que les universités privées, parce qu'elles sont aujourd'hui nombreuses, qu'est-ce qu'elles font pour protéger l'authenticité de leurs diplômes? Oui, il faut avouer d'abord, pour aborder la question que vous venez d'évoquer, que nous recevons par exemple à l'ISMA beaucoup de demandes qui viennent de l'extérieur parce que nous avons quand même pas de 20 pays qui ont des étudiants à l'ISMA pour des contrôles. Lorsque les gens veulent travailler, là-bas aussi, les gens peuvent nous dire nous dit de confirmer que le document est authentique et nous répondons à toutes ces préoccupations-là. Est-ce que vous avez, pour compléter ce que vous dites, est-ce que vous avez reçu des cas où vous n'avez jamais délivré de diplôme de l'ISMA et les gens prétendaient avoir des diplômes de l'ISMA? Jusque-là, non. Heureusement, d'accord. Ça veut dire que vous prenez vraiment des mesures. Mais maintenant, vous voyez, depuis quelques mois dans notre pays, il se passe qu'on parle beaucoup de faux diplômes. Et là, nous, au niveau donc, de notre organisation, le PPS, nous avons décidé qu'il faut faire quelque chose pour protéger nos diplômes. C'est le patronat des établissements d'enseignement supérieur. Donc, nous avons commencé une étude pour voir dans quelle mesure nous pouvons. Nous avons reçu déjà le rapport qui nous indique comment on peut sécuriser les documents académiques. Comment résumer notre Aujourd'hui, il y a des techniques. Et les techniques, essentiellement, sont basées sur une technologie informatique de sceller à bulle qui permet quoi? Qui permet d'abord de dissuader de la contrefaçon. Ouais. Deuxièmement, la sécurisation à bulle, ça veut dire quoi? À bulle, c'est un système informatique où vous avez des données qui sont dans une bulle scellée. Comme un code. Et là, oui, comme un code, exactement, comme un code. Et ça permet de dissuader de la contrefaçon. Deuxièmement, ça permet d'assurer l'intégrité du document. Et lorsqu'on veut faire un contrôle, il suffit d'une simple connexion Internet et on sait si c'est un vrai ou un faux diplôme. Donc voilà un système qu'on appelle chaosmétrique que nous voulons aujourd'hui au niveau donc, de notre organisation essayer pour que dans nos écoles, on n'entende plus parler de faux diplômes, de diplômes falsifiés, de contrefaçon. Non, on ne veut plus entendre parler de ces choses-là. Donc on a déjà un système qui est proposé, qui sera soumis au bureau pour que nous puissions, dans les plus brefs délais, et nous avons la chance d'avoir au Bénin ici
des sociétés qui peuvent nous assurer ce service-là. Il y en a également à l'extérieur. Mais nous pensons qu'on a déjà en place un dispositif qui nous permettra de sécuriser nos diplômes. Et ça, dans les tout prochains mois, nous allons y veiller. Voilà. Vous êtes le président du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Il y en a, enfin la plupart, en tout cas ceux dont vous êtes responsable, sont reconnus par l'État. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui continuent d'opérer et qui ne sont pas reconnus par l'État? Non. Parce que pour d'abord adhérer au PEPES... Donc toutes les universités privées qui existent aujourd'hui au Bénin sont reconnues par l'État. Je ne peux pas le certifier. D'accord. Mais ceux qui sont membres du PEPES, oui, d'accord. Le document d'adhésion, c'est d'abord votre arrêté de création, plus la demande. D'accord. Et d'ailleurs, lorsqu'on est allé pour nous faire enregistrer au ministère, tout ça a été demandé. Voyez-vous, donc avant d'appartenir au PEPES, il faut d'abord nécessairement avoir un arrêté du ministère qui vous donne l'habilitation à créer et j'ai envie de poser la même question à monsieur, j'appelle monsieur Elias le chercheur. Est-ce que dans vos recherches, vous ne vous êtes pas rendu compte que en dehors des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus dont il est le responsable, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui opèrent dans la clandestinité? Bien sûr, la preuve que le ministère de l'Enseignement supérieur a détecté certaines de ces universités ou de ces établissements privés, n'est-ce pas, d'enseignement supérieur et a procédé à leur fermeture. Tout à fait. Donc ça existe, hélas, mais malheureusement. Vous dites à procéder à leur fermeture. Oui. En principe, elle ne devrait plus exister. Elle ne devrait plus exister, mais comme le ministère n'a pas de gendarmes partout, certains de ses responsables trompent la vigilance, n'est-ce pas, des pauvres parents d'élèves. Tout à fait. Et ouvrent donc les portes pour dire venez, et puis les parents d'élèves font confiance, ils inscrivent leur... et elles vont délivrer des diplômes qui ne seront pas reconnus. Ben voilà, et voilà, nous serons face à des difficultés après par la suite. Tout simplement, mais eux, ils auraient déjà pris leur argent, ils auraient formé les gens d'une manière ou d'une autre, et puis ils auraient fait des gâchis entre griffes. Il y a également un autre aspect des choses. Oui. C'est que les écoles sont autorisées avec des programmes bien définis. Lorsque vous n'êtes pas autorisé à exécuter un programme, une formation, et que vous le faites dans l'illégalité. C'est pour cela qu'il faut aussi veiller à ce que toutes les écoles qui ont été habilitées ne donnent que les formations pour lesquelles elles ont reçu l'habilitation. C'est très important. Monsieur Michaud Zonon, vous allez prendre la parole. Attendez, la question, c'est la suivante. Vous, quand on échangeait, vous m'avez dit de dire ex-directeur du contrôle et des équivalences de diplômes, parce que la direction n'existe plus, parce que moi je pensais qu'on vous a remplacé, mais vous dites la direction n'existe plus. Qu'est-ce qui l'a remplacé? Et je voudrais ajouter également qu'il y a cette commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes des agents de l'État. Que font ces structures? La direction n'existe plus parce que dans la réorganisation au niveau de l'administration, au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur, cette direction a fusionné avec une autre qui existait et a donné naissance à une nouvelle direction, la direction de la formation et de la qualité de l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement face à ce que nous sommes en train d'écrire? Mais son rôle, comme quand on parle de qualité de la formation, c'est le contrôle de la qualité d'abord de la formation qui se déroule, qui se donne et qui devait aboutir à des certifications comme les diplômes. Vous avez des inspecteurs qui, comme un peu dans le secondaire qui passent, ou le primaire qui passent dans les universités? Non, nous n'avons pas des inspecteurs, mais nous avons des structures et nous avons une forme d'organisation qui nous permet d'assurer qu'un diplôme qui est délivré effectivement à la suite d'une formation, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur. Et comme on le dit, il ne suffit pas qu'un établissement soit autorisé pour que toutes les formations que l'établissement donne soient des formations qui soient reconnues par l'État. C'est pourquoi nous, ceux qui s'inscrivent, quand vous voulez vous inscrire dans un établissement privé, assurez-vous que d'abord l'établissement a été autorisé à fonctionner. Parce qu'il y a une phase. On vous a autorisé à exister, on doit vous autoriser aussi à fonctionner. Et on doit vous autoriser à fonctionner dans des filières qui sont précisées. Il arrive que l'établissement ait une existence juridique, ait été autorisé à fonctionner, mais délivre de diplômes dans une filière pour laquelle elle n'a pas été autorisée. Il n'a pas été autorisé. La conséquence,
ce diplôme-là n'est pas valide et rentre dans la catégorie qu'on peut appeler des faux diplômes. Il l'a dit. Au niveau de cette direction-là, ce travail se fait. Et ce travail se fait à travers le monde entier parce que les Béninois sortent beaucoup, les Béninois étudient un peu partout et à partir de ce moment, s'assurer que le diplôme que présente la personne est effectivement un diplôme qui est obtenu à l'issue d'une formation. Comme disait M. Elias tout à l'heure, le problème du Niger, ce n'est pas l'État nigérien qui délivre des faux diplômes aux gens. C'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et ce dont parle le ministère de l'Enseignement supérieur, ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui est allé chercher des gens qui détiennent des diplômes. Le ministère de l'Enseignement est une structure qui permet à ceux qui détiennent des diplômes de l'étranger de reconnaître leurs diplômes et de leur donner l'équivalence pour que ces diplômes-là reçoivent une reconnaissance sur le plan national. C'est dans ce travail, ce sont des gens qui ont amené eux-mêmes leur dossier au niveau de cette direction, qui ont voulu avoir la certification pour que leur diplôme étranger soit reconnu au Bénin. Et la commission dont j'ai parlé tout à l'heure, Bon, la commission au niveau... elle existe, on m'a dit, depuis plusieurs années, depuis 1990 pratiquement. Oui, la commission au niveau des agents de l'État a été revue. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Si on doit faire un rapide bilan, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Mais la commission au niveau des agents de l'État... D'abord, repréciser peut-être ses attributions, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est une commission dont d'abord le premier rôle, c'est de s'assurer que l'agent que l'État a recruté détient un diplôme qui est valide. C'est ça. Et que ce diplôme-là lui permet d'occuper le poste pour lequel l'État l'a recruté. C'est une commission qui existe, comme vous dites, depuis 1990, qui a connu des mutations et qui est relancée, réhabilitée, remise au goût du jour par l'État. Parce que c'est une commission importante pour l'État. S'assurer que l'agent qui est recruté sur la base d'un diplôme a un diplôme qu'on peut considérer comme authentique, comme valide et qu'on peut lui faire confiance. Et cette commission fonctionne. Cette commission donne des résultats parallèlement à la commission qui existe au niveau de l'enseignement supérieur, qui s'occupe essentiellement des diplômes que les Béninois ont reçus à l'étranger et pour lesquels ils doivent obtenir nécessairement l'équivalence avant que l'État béninois n'accepte ces diplômes et emploie leurs détenteurs. Donc si quelqu'un va à l'étranger, obtient un diplôme et ne passe pas par l'autre commission qu'on appelle la Commission nationale d'études des équivalents de diplômes, qui est au niveau de l'enseignement supérieur, qui est une commission interministérielle, celui-là, il ne peut pas directement présenter le diplôme obtenu à l'étranger pour être utilisé par l'État béninois. Donc, dans ces conditions-là, il faudrait que nos compatriotes qui voyagent beaucoup, qui ramènent beaucoup de diplômes, sachent que pour que ces diplômes puissent être acceptés par l'administration béninoise, pour que ces diplômes soient reconnus dans notre pays, ils doivent passer nécessairement par cette commission nationale d'études des équivalences de diplômes. Monsieur Jean-Baptiste Elias, à quoi s'expose un faussaire? Je résume un peu la situation. On connaît en dehors des 25... j'ai parlé du Conseil des ministres du 25 novembre qui a identifié un certain nombre de personnes, près de 80, mais il y a eu aussi 10 agents dans l'administration publique qui ont été identifiés lors du Conseil des ministres du 3 août. À quoi s'expose un faussaire, par exemple, ces cas-là? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quelle a été la procédure de radiation? Est-ce qu'ils sont vraiment rayés de l'administration publique? Je confirme qu'ils sont radiés de la fonction publique et il y a une procédure judiciaire qui est menée à l'encontre de ceux-là qui vont répondre parce que les lois de la République ont prévu des sanctions pour tous ceux qui faussaires dans des cas comme ça, auraient cherché à tromper la vigilance de l'État à un moment donné. Je sais que dans le groupe, il y avait même des gens qui étaient à des niveaux donnés où on ne devrait jamais soupçonner qu'ils sont faussaires parce qu'ils sont de la justice. Il y en a qui étaient là-dedans, qui sont de la justice, c'est eux qui doivent rendre la justice, c'est eux qui doivent pouvoir juger les gens qui sont fautifs. Ils ont été radiés? Eh bien, bien sûr, ils ont été radiés, je vous le confirme, il n'y a pas de doute. Et donc, c'est comme ça. La loi a prévu, ils sont poursuivis actuellement, et puis bon, mais comme la justice a sa procédure, la justice prend son temps,
Et ça suit son cours normalement. Mais est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on peut dire à l'heure où nous émettons que notre administration publique, je viendrai au privé aussi, notre administration publique n'a plus de faussaires, est-ce qu'on peut dire? Ah, il y en a encore, je vous confirme. Tout de suite, il y en a encore. Et c'est pourquoi il faut saluer... On a une idée de l'ampleur. Non. Il faut saluer la décision du gouvernement qui a décidé de vérifier les diplômes de tout le monde au niveau de l'administration. Ce travail doit se faire et le ministre chargé de la fonction publique et du travail est à pied d'œuvre, prépare déjà avec les ministres sectoriels les dispositions nécessaires pour que ce contrôle puisse se faire. Et nous, organisation de la société civile, le FONAC, qui avons donc un certain nombre d'expertises dans ce domaine, nous avons offert, n'est-ce pas, notre expertise pour accompagner tous des responsables qui seront retenus pour faire ce travail afin de mettre à nu les faussaires. Tenez, il a dit, nous avons des cas où des gens ont pris les vrais diplômes délivrés par l'Université nationale du Bénin ou l'Université Abomey-Calavi ou l'Université de Parakou. Ils ont maquillé, comme il a si bien dit, en enlevant les noms et de façon ingénieuse avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont remis leur nom, ils ont remis leur date de naissance, ils ont repris les choses et mieux, avec la complicité d'un certain nombre d'agents de l'état civil, ils ont réussi à faire légaliser ces diplômes-là qu'ils ont mis dans le circuit. Nous avons un diplôme comme ça où l'intéressé n'a pas eu le diplôme, c'est la maîtrise en sciences juridiques, il n'a pas eu le diplôme, mais il a fait tout ce qu'il doit faire et il a réussi même à demander à ce qu'on puisse lui légaliser ça. Il a introduit ça dans la fonction publique béninoise, il a passé le concours, il est admis, il a été recruté, il a commencé à travailler et quand nous avons fait le nécessaire, nous avons transmis le dossier acquis de droit, le gouvernement donc a radié, n'est-ce pas, cet agent indélicat. Et ça se poursuit. Monsieur Elias Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut, la main sur le cœur au moins, dire qu'il y a un corps de notre administration qui échappe à cela? L'armée, certainement. Est-ce qu'il pourrait avoir de faux diplômes dans l'armée? Ça, je me suis posé la question. Aucun corps n'est épargné. Comment c'est possible dans l'armée? Ben, écoutez, c'est simple. Au niveau de l'armée, il y a aussi des diplômes académiques qui sont demandés au niveau de l'armée. D'accord, le baccalauréat. On demande le baccalauréat, la maîtrise, la licence, le master, etc. Et nos responsables au niveau de l'armée ne sont pas totalement outillés pour chercher à savoir si le diplôme qu'on leur a donné est vrai ou faux. C'est ça. Ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour pouvoir vérifier. Et de bonne foi, on leur amène des diplômes qui sont légalisés. Et puisque l'autorité compétente a légalisé le diplôme, on leur remet et de bonne foi, ils ont pris. Mais je vous dis... Et on pourrait avoir un faux colonel Non, on peut avoir des colonels, mais qui ont un faux diplôme. Qui a un faux diplôme, il n'est pas faux colonel, mais il a un faux diplôme. Monsieur Zanou, en plus de ce qu'a dit tout à l'heure monsieur Jean-Baptiste Elias, comme mesure prise par le gouvernement, il y a aussi l'institution de ce concours national pour valider certains diplômes, licences, masters, qui viennent du privé, j'entends, pour les valider. Est-ce que vous pensez que c'est la solution magique? Est-ce que vous voyez une discrimination parce que c'est les diplômes du privé qui sont soumis à ça? Je voudrais tout de suite vous dire que c'est une mauvaise solution. Ah, pourquoi? Quand on prend les diplômes de licence, les principes du CAMES sont très clairs. La licence, c'est 6 semestres, à raison de 30 crédits par semestre. Donc, pour avoir le grade de licence, vous devez faire les 6 semestres et les valider tous. D'accord. Et la dernière année, donc les semestres 5 et 6, sont des semaines où on va faire un stage. On rédige un mémoire, on soutient le mémoire et ce semestre est ainsi validé. Dans ces conditions, on ne peut pas comprendre qu'un examen national qu'on vient faire à la fin du cursus puisse permettre de donner le diplôme de licence. Nous avons déjà écrit officiellement à l'État pour dire que c'est une menace grave qui plane sur notre enseignement supérieur si d'aventure, parce que le CAMES veut créer un espace. C'est-à-dire quoi? Vous êtes contre le concours national pour valider? Oui, parce que ça ne correspond pas à la logique. On dit pour avoir la licence, il faut avoir fait 6 semestres, à raison de 30 crédits par semestre. C'est ça le CAMES a défini, système LMD. Alors on ne peut pas comprendre qu'on vienne faire un examen à la fin pour dire que vous avez la licence. Ça ne correspond à aucune logique. Parce que justement, quand on a... C'est certainement dans l'idée que des gens n'auraient pas fait tout ça et qu'ils ont des diplômes. Non? Vous voulez réagir?
le colonel Zanou prend le problème, il passe à côté de ce qui est dit. Qu'est-ce qui est dit? Ce qui est dit est simple. Ce qui est dit par le ministère ne remet pas en cause le nombre de semestres ou pas. Mais il faut, Au début, on veut vérifier quoi? Non, on a autorisé des établissements à donner des formations, des établissements privés d'enseignement supérieur, qui ont donné des formations, qui ont donné des diplômes. Ces diplômes n'étaient pas reconnus dans l'administration. Les détenteurs avaient des problèmes pour participer à des concours, Voilà pour être recrutés. Et l'État a pris un décret pour dire, je vais régler le problème. Et l'État dit, tous ceux à qui j'ai donné l'autorisation de former des gens dans le privé, pour que leur diplôme qui posait problème soit accepté par l'administration, il y a la reconnaissance ou la co-signature. Maintenant, l'État qui a donné le mot de reconnaissance ou de co-signature dit, au lieu de la co-signature qui est en cours, je passe à l'étape d'examen national. C'est l'État qui dit, tous ceux qui veulent présenter ces diplômes qui viennent du privé pour qu'ils soient utilisés par moi, ils doivent passer par un examen national. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si M. Zanou forme un étudiant INS à qui il délivre un diplôme, est-ce que cet étudiant ne passe pas l'examen national de licence prévu par l'État? L'État ne l'emploiera pas. L'étudiant peut aller là où il veut avec son diplôme. Mais s'il tient à venir au niveau de l'État pour présenter à la fonction publique, pour présenter le diplôme qu'il a reçu à ISNA, il doit passer l'examen national. Donc le débat n'est pas... Il dit que c'est une injustice parce que quelqu'un qui a fait la licence dans le service, dans une université publique, qui a fait la même durée d'heures que celui qui a fait le privé, il dit que c'est une injustice. On est dans un schéma très simple. Voilà. C'est l'État qui est responsable de l'éducation nationale. Et l'État autorise des gens à donner cette formation. C'est l'État qui précise les conditions dans lesquelles les certifications seront reconnues. C'est simple. Si vous voulez... Mais si l'État a autorisé l'établissement en L'État question... autorise et définit les conditions dans lesquelles les certifications seront reconnues. Si l'État définit les conditions de certification, quelqu'un n'est pas d'accord, il passe outre. Et l'État a même la possibilité de lui retirer cette autorisation qu'il lui a donnée. Je veux prendre acte de ce que monsieur a dit, hein, que seuls ceux qui désirent travailler pour l'État passeront ces concours-là. C'est bien ce que vous avez dit, hein? Pour que l'État reconnaisse... Non, je vais être très précis avec vous. Non, vous avez dit tout à l'heure. C'est ce que le ministre a dit en temps. Oui. Que ceux qui veulent travailler pour l'État... Ça veut dire quoi? Si moi je postule à un poste privé dans son université et j'ai obtenu une licence ou quelque chose, donc je ne suis pas obligé de passer le concours national si je veux aller dans le privé. C'est la question qui... Non, soyez clair, non, c'est ça que je veux savoir. C'est la question qu'il pose. Le ministre a dit, vous l'avez répété tout à l'heure. Oui. Pour dire que seuls ceux qui veulent travailler dans le public peuvent aller passer ce test-là. C'est bien ça. Donc les autres... Je voudrais qu'on prenne... parce que selon que ce soit le ministre qui parle, selon que ce soit ces cadres qui parlent, les concepts diffèrent. Les concepts ne diffèrent et nous souhaitons avoir... L'État a évolué. Nous sommes allés d'abord pour régler le problème de la non-reconnaissance des diplômes délivrés par le privé. On est passé à l'étape de reconnaissance. Après, nous sommes passés à l'étape de co-signature. Maintenant, nous passons à l'étape d'examen national. C'est comme ça qu'il faut comprendre le débat. Oui. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. L'État dit, si quelqu'un a un diplôme, après une formation dans un établissement privé d'enseignement supérieur, et doit venir dans mon administration, il faut nécessairement que celui-là passe par l'examen national. Donc la précision est nette. C'est clair. Ça veut dire que si quelqu'un a sa licence dans le privé, il veut travailler dans le privé, il n'est pas obligé de passer ce concours national. Encore que le privé peut dire, je veux voir la même forme que ce que l'État a. Oui, bien sûr, quitte au privé de faire la même chose que l'État. Mais je veux que vous nous donnez acte. Et je pense que l'examen national va remplacer la co-signature. C'est ça. Donc il faut comprendre les trois étapes. Dans un premier temps, il y a eu la reconnaissance qui a duré jusqu'en 2010. Mais remplacer la co-signature, ça signifie quoi? Que le gouvernement ne co-signera plus les diplômes dans le privé? Le gouvernement signera le diplôme à la fin de l'examen national. Ok. Ça veut dire que si vous n'allez pas à l'examen national, votre diplôme ne sera pas signé par l'État. Oui, mais dans ces conditions, on revient à zéro.
Parce que même pour que mon diplôme soit reconnu dans le privé, il faut qu'il ait été C'est aux co-signé. étudiants et aux responsables d'apprécier. L'État dit, voilà ce que je fais. Monsieur Zanon veut réagir parce que je crois que l'ambiguïté n'est pas encore levée Oui, complètement. ce n'est pas encore levé. Mais vous savez, pour dire ces choses-là, on est dans l'administration, ça ne se dit pas à la bouche. Il faut nous sortir un arrêté ou bien un décret pour dire désormais, voilà, jusqu'ici on a Le aucun test va sortir Le test est en cours bientôt. d'élaboration. Le Oui, mais test le va test est en sortir cours. bientôt. Sortez-nous le test. Ça va sortir avec toutes les clarifications. Voilà. Vous les aurez, il n'y a pas de C'est ce que problème. nous souhaitons. On veut Absolument. avoir le test sous la main qui organise la discrimination, qui dit que ceux qui sont au secteur public, c'est boulevard, ceux qui sont secteur privé, ils vont faire un test, sortez, et puis ils comprendront. À propos du privé, monsieur Zanon, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas cette crainte? C'est-à-dire quoi? À l'ISMA, j'imagine, il y a vos formateurs viennent d'un peu partout. Est-ce que vous avez un moyen de savoir si votre professeur en telle matière a les compétences qu'il faut dans une université et que c'est accepté? Parfaitement, il faut avouer que nous avons des partenaires avec beaucoup d'universités. C'est ça. Et nous avons également des C'est-à-dire, partenaires... comment se fait le contrôle, par exemple? Exactement, chez nous vous? avons également des partenaires avec des professionnels C'est ça. qui sont sur des chaînes de télévision internationales, des radios internationales, telles que RFI, TF1 et consorts, Université Paris de Panthéon-Assas, ainsi de suite. C'est dans ce partenariat que les universités nous envoient des enseignants. Et quand ils viennent enseigner ici, nous avons également un mécanisme d'évaluation. Vous avez des enseignants africains aussi, Ah, oui, béninois, béninois, qui pourraient très avoir de faux diplômes. Comment vous faites? Bon, c'est Comment vous possible, faites? c'est possible, mais nous pensons que ceux qui enseignent à l'université, ce serait difficile qu'ils aient cette notoriété et qu'ils aient de faux diplômes. Ce n'est pas évident. Donc nous avons un système pour évaluer le contenu que l'enseignant donne. On évalue et l'enseignant et son enseignement. Ça nous permet d'arrêter un enseignant lorsqu'on n'est pas satisfait ou de laisser continuer lorsque nous sommes satisfaits de ses prestations. Monsieur Jean-Baptiste Elias, bon, en principe, c'est une question que je devais poser, mais comme il a beaucoup parlé, peut-être il va vous renforcer. J'ai lu, à moins de me démentir, qu'en dehors de ce concours, on dit par exemple que pour les reclassements, pour les reconstitutions de carrière aussi, il faut désormais un contrôle a priori des diplômes. En principe, quelqu'un qui est déjà dans la fonction publique depuis un certain nombre d'années, qui veut être reclassé dans une autre catégorie, est-ce qu'on devrait contrôler? À tous les niveaux, il faudrait profiter de l'occasion pour vérifier. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis tout à l'heure. Moi, je suis en A1X, je veux Vous passer pouvez en être à A1, et je veux passer en A12. Oui, Il faut qu'on me contrôle. Oui, parce qu'il se pourrait qu'entre-temps, on n'a pas fini de faire la vérification et que c'est en ce moment-là qu'on va détecter que vous aviez éventuellement donné vos diplômes. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport au salaire que j'aurais perçu depuis 20 ans ou 25 ans? On vous poursuit. Normalement, si l'État veut être généreux, l'État peut dire, bon, ok, d'accord, maintenant on vous a radié, puis c'est terminé. Sinon, tout ce que vous avez pris sur la base de faux diplômes, sur la base de tout ce qui n'est pas correct là, on devrait pouvoir émettre un ordre de recette contre vous pour que vous puissiez payer. C'est de ça qu'il s'agit normalement. C'est ça. Non, monsieur Marat, vous voulez être reclassé. Vous êtes dans un plan de admettons, formation. je suis à ça veut dire que l'État, je veux passer à un 9. L'État vous a autorisé à faire une formation diplômante pour améliorer vos compétences et autres. Vous revenez avec un nouveau diplôme qui va permettre le reclassement. Il faudrait que ce diplôme soit contrôlé. Nécessairement pour qu'on s'assure qu'il est bon, qu'il est authentique et que effectivement vous l'avez obtenu à l'issue d'une formation donnée. Alors si ce contrôle un bon circuit. Tout à fait. Si ce contrôle ne se fait pas, on vous reclasse. Vous voyez déjà que ça aggrave le problème des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas bons et qu'on continue de promouvoir. Donc le contrôle, comme le dit M. Elias, est à tous les niveaux. Et ce contrôle-là, heureusement, les dispositions existent au niveau de l'État béninois. Si ça n'existait pas, on dirait que bon, c'était... Le problème que nous avons, c'est que les faussaires ont l'impression qu'aucune structure de contrôle n'existe. Et exhibent un papier à gauche, à droite, et se voient, ils sont surpris qu'un jour, qu'on les appelle pour dire justifier tel diplôme, est-ce qu'il est bon, où est-ce que vous l'avez obtenu. Ils savent que les structures existent, peut-être pensent-ils que les structures n'ont pas les moyens de contrôle. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui a par exemple un diplôme valide de Bac plus 2, un DUES par exemple, prend le diplôme de DUES qui est valide parce qu'il a obtenu la université. Il met licence. Bon, il biffe le niveau DUES, il maquille ça
et met licence en sciences physiques, par exemple. Son nom existe, le diplôme porte un numéro qui est dans les registres de la faculté des sciences et techniques, par exemple. Dès que vous allez là-bas, les responsables de la fac vous diront « Ah, ce diplôme-là, il est vrai pour le DUS, mais il n'est pas bon pour la licence en sciences physiques. » Donc, il devient un faux pour la licence en sciences physiques. Donc, vous voyez que celui qui l'a fait, il ne se dit pas qu'un jour, on peut aller à la structure qui a délivré le diplôme pour vérifier. S'il savait, il ne le ferait pas peut-être. Quelqu'un qui triche, quelqu'un qui vole un diplôme est un délinquant et il doit être poursuivi pour ça. Monsieur, nous allons poursuivre avec vous. Il y a eu une polémique autour d'une formation bien spécifique. C'était la formation des étudiants dans le domaine de la santé. Il y avait eu une polémique comme quoi le gouvernement précédent a autorisé certaines universités privées à donner ces formations qui sont quand même des formations sensibles. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des universités privées qui donnent des formations en médecine? À ma connaissance, l'État béninois n'a jamais donné à une structure privée la possibilité de donner une formation en santé. Dès qu'on s'aperçoit, on fait tout pour mettre fin à cela. L'État béninois n'a jamais donné à une structure privée de donner une formation en santé. La santé est très sensible et la santé est vraiment un domaine qui demeure pour le moment régalien. Oui, mais je voudrais poser à M. Marcelin Zanou la question. Une fois encore, j'ai le sentiment, je peux me tromper, que c'est discriminatoire. Pourquoi pense-t-on que le privé ne peut pas donner une formation en médecine? Oui, vous savez, c'est ça. L'État a son rôle à jouer et estime que certaines compétences relèvent de ses attributions et que c'est lui qui peut être dans ce schéma. Oui, comment vous voyez comment vous l'appréciez? Non, vous savez, au monde entier, allez aux États-Unis, en France, les meilleures écoles sont les écoles privées. Même en médecine? Même en médecine, les meilleures écoles sont les écoles privées. Si au Bénin, par rapport à l'environnement, l'État s'interdit d'autoriser les écoles privées à cette formation-là, l'État, c'est tellement ses raisons, on ne le conteste pas ici, mais je voudrais vous informer que dans beaucoup de pays, même africains, les écoles privées existent et forment parfaitement des gens à la médecine. Je vais répondre à cette question parce que nous, on a été à l'origine de la défense pour interdire la formation en matière de santé. Dans le privé. Pourquoi? On s'est battu depuis le ministre Alakassa. Oui, expliquez pourquoi. Voilà. D'abord, je peux me tromper en faisant un travail de secrétariat. Sans vous arrêter. Oui. Un professeur agrégé de médecine, de cardiologie, je ne sais pas, de gynécologie, pourquoi le même professeur qui enseigne dans le public ne pourrait pas enseigner Je vais vous expliquer justement. Je vais vous expliquer. D'accord. Je disais tout à l'heure que je peux me tromper dans un secrétariat et faire plein de fautes et puis on recommence. Parce que quoi, nos grands professeurs de médecine, ils donnent des soins de santé dans le privé? Ce n'est pas comme ça, je vais vous expliquer. Très bien, expliquez-nous. La loi dit dans le monde entier, parce que ce n'est pas que le Bénin qui forme en matière de santé, que d'abord la formation pratique en matière de santé fait au moins 60%. Et la formation théorique 40%. Je dirais même la formation pratique fait 70% et 30% pour la théorie. Que se passe-t-il? 1. Il faudrait que l'institut ou l'établissement qui veut former puisse avoir son centre hospitalier universitaire à lui. Aucun privé ici au Bénin là. 2. On a vu des établissements privés qui ont couru pour aller signer un accord avec le CNHU, qui ont signé un accord avec Ménotin, qui ont signé un accord avec XYZ. Nous disons non. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'État déjà a mis des étudiants au niveau des services, au niveau du CNHU. Et vous savez bien que le tout n'est pas de dire je viens. Il faudrait avoir la possibilité de travailler sur les malades. Si déjà l'État béninois, avec la faculté de sciences de la santé, 2, l'Institut national médico-sanitaire, n'est-ce pas, puisse avoir déjà des étudiants du public qui arrivent là-bas, il y a ce que nous appelons un nombre qui permet d'être encadré sur le terrain pour que l'étudiant puisse apprendre réellement. Le tout n'est pas de dire je suis venu au stade, je regarde, je m'en vais.
En matière de santé, vous devez mettre la main à la pâte. En matière de santé, vous devez prendre des gardes. En matière de santé, il est dit très clairement que la santé n'est pas une science exacte, mais la santé est une science d'observation. Vous devez observer pour voir. Les cas d'œdème aigu du poumon. Oui, mais le privé ne peut pas faire ce que vous dites là? Tout simplement parce que le privé n'a pas les centres de formation nécessaires pour encadrer le côté pratique de l'opération. Je voudrais que M. Zanou réagisse par rapport à ça. Non, mais c'est pertinent, étant entendu que quand on prend les ratios de la formation, à savoir 70 et 30, il faut avoir un centre pour la pratique. C'est ça. Et si les gens se trouvent dans un système de partenariat avec les centres de santé, il faut l'évaluer pour voir comment ça se passe. Si ça ne se passe pas bien, on en tire les conséquences. Mais si ça se passe bien, il vaut mieux qu'on laisse faire pour que les gens puissent aussi avoir l'espace. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes professeurs qui enseignent dans les structures publiques qui sont encore dans le secteur privé et qui enseignent. Donc, de ce point de vue, l'enseignement est de la même qualité. Maintenant, il reste à savoir comment se fait la pratique. Est-ce qu'effectivement, comme il a si bien dit, on envoie l'étudiant pour aller faire la pratique sur le terrain en vue d'observer et se faire une expérience. Très bien. Nous sommes à la fin de l'émission. On va faire un dernier tour de table avec une question précise parce que, en faisant des recherches pour préparer cette émission, j'ai lu quelques chiffres en France. C'est des chiffres de 2013 réalisés par un cabinet conseil en recrutement qui s'appelle Florian et qui découvre quoi? Que même là-bas, 75% des CV curricula vitae que nous donnons pour avoir du boulot sont trompeurs. 33% des candidats s'attribuent un faux diplôme. 73% des candidats mentent sur leurs compétences en langue. Ça signifie quoi? Que c'est un phénomène mondial. Comment pouvons-nous, au Bénin, le combattre quand il prend des envergures vraiment mondiales? Monsieur Zanou, c'est en même temps votre mot de conclusion. Oui, je crois que ce que vous venez d'évoquer participe de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine peut produire des effets positifs, des effets négatifs. Ce que vous dites, c'est l'effet négatif pour tromper, pour enjoliver. Alors, on ne peut passer que par des contrôles, des vérifications pour avoir la vérité des choses. Et de ce point de vue, je pense qu'il faudrait que dans notre pays, on puisse mettre en place des structures, des organismes d'évaluation et de contrôle pour que nous puissions atténuer un peu ce que vous avez évoqué. Est-ce que vous pensez qu'il faut une espèce de coopération entre le public et le privé pour cette structure de contrôle? Je prends la commission dont on vient de parler, je ne sais pas s'il y a le privé dans la commission nationale. Je dis, c'est indispensable. Si le public pense qu'il peut tout faire et l'imposer à l'ensemble, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait des réformes participatives et inclusives. On met tout le monde ensemble. Voilà ce que nous voulons faire. Ça vous concerne, votre domaine. Comment on peut faire ça? Et ensemble, on réfléchit. Chacun apporte son intelligence et puis on sort des tests qui sont applicables. On sort des tests qui ont le consentement de l'ensemble des acteurs. Et dans ces conditions, les réformes marchent très bien. Mais faire autrement, bien, enfin, nous allons apprécier. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Elias, votre mot de conclusion. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et hélas, nous avons vu beaucoup d'auteurs qui ont rédigé des documents sur comment rédiger les CV, comment rédiger les lettres de motivation, et qui ont expliqué dans ces documents, dans ces livres, les astuces de mensonges qu'il faudrait faire pour se faire recruter. Donc, le verre est dans le fruit. Ce sont eux-mêmes qui ont dit dans ces ouvrages les astuces que les demandeurs d'emploi doivent utiliser pour se faire recruter. Et de ce point de vue, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si les gens ont pigé ces documents pour rédiger des CV tronqués, des CV de mensonges, etc., etc. Deuxièmement, comme vous l'avez si bien dit, malheureusement, celui qui est à la quête du travail cherche tous les moyens, hélas, même mauvais, pour pouvoir parvenir à ses fins. L'essentiel est que lui trouve du boulot. Et de ce point de vue, il est prêt à aller prendre le diplôme de son propre frère, le maquiller, même si le frère est déjà décédé, on prend, on maquille, on met ce qu'on doit mettre là-dedans pour pouvoir aller, et mieux, il va avoir les services compétents, n'est-ce pas, de l'administration des entités pour qu'on puisse lui légaliser ces documents-là. Il le met dans le circuit, il essaie de tromper la vigilance des gens, il rentre dans le circuit et puis il commence par s'agiter, il se met dans la politique pour avoir la couverture
Et on continue. Il faut donc contrôler. Le contrôle doit se faire à tout moment, a priori, a posteriori et pendant, n'est-ce pas, le déroulement de la carrière de l'intéressé pour qu'on puisse détecter rapidement s'il est un faussaire et le mettre hors d'état de nuire. Monsieur Michaud-Zonon, comment est-ce que l'État doit s'y prendre pour gagner ce pari de lutte contre les faux diplômes? L'État doit développer la tolérance zéro. Absolument. La tolérance zéro, cela veut dire que ces structures qui existent doivent être encore encouragées dans leurs besoins pour continuer à détecter des faussaires. Vous savez, au niveau l'enseignement supérieur détecte, la Commission nationale du contrôle des agents de l'État détecte, il faudrait que les sanctions qui sont prévues soient effectivement appliquées. Parce qu'une chose, justement, est de détecter les gens, une chose, c'est de les sanctionner. De les sanctionner, il faut que les sanctions suivent. Et les sanctions sont prévues. On n'a même pas besoin d'inventer de nouveaux tests. Il suffit d'appliquer ce que nous avons aujourd'hui. Absolument. En les appliquant, nous allons décourager tous ceux qui tentent de se faufiler et qui se comportent comme de simples délinquants. Donc, les structures sont là pour les décourager et permettre aux détenteurs de vrais diplômes de jouir de leurs droits. Merci infiniment. Nous sommes donc à la fin de cette émission qui était consacrée à la croisade du gouvernement contre les faux diplômes. Quelles sont les actions qui ont été menées? Nous avons essayé de décrypter le phénomène avec mes invités, Romuald Michaud-Zonon, ex-directeur du contrôle et des équivalences des diplômes, Jean-Baptiste Elias, le président du FONAC, le colonel Marcelin Zanon, le président directeur général de ISMA. Il est en même temps le président du patronat des établissements privés d'enseignement supérieur. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités. Merci également à la réalisation avec Christelle Sabouin. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.